Bienvenue à tous sur Paroles croisées. Ce podcast vise à sensibiliser et informer les étudiants et professionnels de santé sur les violences conjugales. Ce projet a été réalisé par 3 étudiantes de master de psychologie clinique et psychopathologie plurielle sous la supervision de Monsieur Didier Assier, enseignant-chercheur à Nantes Université. Dans chaque épisode, nous rencontrerons différents professionnels de santé pour échanger sur diverses problématiques. Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec le docteur Marie Réveillot et la psychologue Sophie Lerosic qui vont nous présenter l'association RAPAV. Est-ce que vous pouvez nous parler de la création de l'association, s'il vous plaît ? Ah oui, bien sûr. Nous avons créé RAPAV en 2011 parce qu'il y avait déjà une structure qui existait à l'hôpital Georges Mazurel, l'hôpital psychiatrique que j'avais créé en 99. Et quand j'étais obligée de quitter l'hôpital, on a eu l'idée, moi et mes collègues psychologues, de créer une association qui pourrait prendre en charge, continuer la prise en charge dans le cadre d'une association, RAPAV, Réflexion et Aide pour les auteurs de victimes et d'auteurs de violences. D'auteurs et de victimes de violences, ça fait VV. Est-ce que vous pourriez nous présenter l'association ? Oui, donc c'est une association effectivement qui vise à, bien sûr, la prévention des violences. D'abord parce que c'était assez nouveau en 99 de soigner les auteurs. D'abord les auteurs de violences sexuelles, puis ensuite les auteurs de violences conjugales. Parce que la justice a mis en place finalement une loi en 98 qui obligeait les auteurs de violences sexuelles qui étaient condamnés cette condamnation devait être associée à une obligation de soins. Et de ce fait, on était obligés, nous, de prévoir des soins. Voilà, c'est pour ça qu'en 99, j'ai mis en place cette structure. Et ensuite, en 2011, nous avons créé RAPAV pour soigner les auteurs. Mais parallèlement, nous avons toujours soigné les victimes. De quelle façon est-ce que vous prenez en charge ? Est-ce que les auteurs et les victimes sont pris en charge séparément et de quelle façon, au niveau individuel, groupal, comment est-ce que vous vous organisez ? Effectivement, donc on a après, avec Barbara Smagnotto qui a écrit avec moi le livre démonstré, nous avons précisé notre dispositif. On fait des sessions de thérapie mixte, individuelle et groupale, 10 séances, 3 séances individuelles avant, au milieu et à la fin des séances groupales, 7 séances groupales. Et c'est le même système pour les victimes, pour les auteurs de violences sexuelles ou pour les auteurs de violences conjugales. Et ce système permet, si vous voulez, de s'intéresser individuellement à chacun, de voir son évolution dans une session, avant la session, au milieu, puis après la session, et permet le travail de thérapie de groupe grâce à l'enveloppe groupale que nous créons par les 3 règles dont je vous préciserai les modalités, de permettre une évolution à chacun qui va l'aider à percevoir les difficultés particulières, ses fragilités qu'on va repérer après dans les individuels. On va lui donner après accès à son projet pour continuer, refaire une session, continuer une individuelle. Certains sont déjà en psychothérapie à l'extérieur, ils vont poursuivre ces psychothérapies, mais ils peuvent quand même refaire des sessions avec nous. Et de quels professionnels est composée l'équipe et quelles sont les missions de chacun ? Alors les missions des psychothérapeutes sont les mêmes. Moi effectivement je suis psychiatre, mais là je ne travaille pas en tant que psychiatre, je travaille en tant que psychothérapeute puisque je suis retraitée, psychiatre retraitée. Donc je travaille en tant que psychothérapeute, psychanalyste. Et les autres psychologues qui travaillent avec, pour l'instant, que des psychologues, mais nous avons bien sûr envie d'accueillir aussi d'autres psychothérapeutes, psychiatres, voilà. En tout cas, on fait le même travail, c'est-à-dire qu'on est à l'écoute des patients, on les aide à associer, on les aide à comprendre leur trajectoire, leur fragilité, voilà, c'est le même travail. Et j'insiste là-dessus, c'est qu'après chaque séance, surtout de groupe, il y a un temps de reprise avec d'autres professionnels qui sont hors du groupe. Donc on est une équipe, alors, ça fonctionne pas toujours très bien, mais c'est ça qu'on veut en tout cas. On veut qu'il y ait des reprises pour toutes les séances, c'est-à-dire que les cothérapeutes ne soient pas seuls à gérer les transferts, contre-transferts, c'est-à-dire qu'il y ait quelqu'un d'extérieur au groupe qui puisse aider à comprendre, à surmonter les difficultés transférentielles, pas toujours évident.
voilà, de travailler avec des auteurs de violence. Donc ça se fait sous forme d'intervision ou est-ce que vous le faites avec les patients? Ah non, les reprises, vous dire? Oui, Non, les reprises, ce sont les patients. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous définir ce que c'est qu'un auteur de violence? Quelqu'un qui a commis des violences. Oui. Quel type de violence, justement, vous entendez Alors, on a les auteurs, c'est comme ça que c'est défini judiciairement, hein, auteur de violence sexuelle, donc ça peut être pédophilie, inceste, viol, viol conjugal aussi, donc ça sera plutôt dans violence sexuelle, viol intrafamiliaux, agression d'enfants, exhibitionnisme sur enfants, tout ce qui est considéré comme agression sexuelle, ça peut être sur enfants ou sur adultes. Voilà, ça c'est les violences sexuelles. Les violences conjugales, ça peut être psychologique. Enfin, maintenant, vous savez, on arrête beaucoup plus les auteurs de violences conjugales, beaucoup plus d'hommes, bien sûr, mais maintenant, ça commence aussi à être avec les femmes, puisque les couples se disputent, donc la compagne peut aussi, avoir des comportements violents. En tout cas, les violences conjugales, c'est toutes sortes. Hein. C'est verbal, physique, des coups de poing, pousser, jeter à terre, jeter dans l'escalier. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Mais surtout aussi des violences. L'emprise. L'emprise, c'est très important. C'est-à-dire, dans les violences conjugales et même dans les violences sexuelles, il y a un phénomène qui est l'emprise qui paralyse en fait la victime dans un statut de non-dénonciation. Donc voilà. Donc ça, on va pouvoir aider les victimes autant que les auteurs à repérer ce système d'emprise et à surmonter, voilà, et à donner la possibilité à l'auteur de sortir de cette envie d'avoir une victime, et à la victime de sortir de cette paralysie qu'il subit dans un cas d'emprise. Et pourquoi est-ce que c'est important de prendre en charge et d'aider les auteurs de violences? Pour la prévention. C'est important parce que si on croit que les auteurs de violence vont toujours rester auteurs de violence, que ce sont des gens monstrueux qu'on ne peut pas aider, il faut juste les mettre en prison, on est quand même un petit peu à côté de la plaque, parce que si on veut développer la prévention, il faut comprendre que le soin est possible pour les gens qui ont des comportements violents, les gens qui ont des comportements pervers. Et la justice a compris ça avant les psychiatres, puisqu'ils ont prévu une loi en 98 pour associer à toute sanction, concernant les auteurs de violences sexuelles d'abord, puis ensuite conjugales, une obligation de soins, voilà. On parlait des différents types de violences. Nous, dans ce podcast, on s'intéresse principalement aux violences conjugales. Quelle proportion d'auteurs de violences conjugales vous rencontrez par rapport aux autres violences? Alors bien sûr, on rencontre d'abord ceux qu'on nous envoie. Hein. Donc on nous envoie, donc qui nous envoie des patients? Je ne sais pas si c'est prévu dans vos questions, mais en tout cas, ça dépend d'eux. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le SPIP, donc les avocats, les collègues parfois. Donc avant récemment, on nous envoyait principalement des auteurs de violences sexuelles parce qu'on ne savait pas comment les soigner, les pédophiles, les violeurs, etc. Maintenant, depuis quelques mois, on nous envoie de plus en plus d'auteurs de violences conjugales. Donc on va dire que c'est un peu équivalent. Après, c'est difficile à gérer tous ces patients, donc on va falloir qu'on développe plus de sessions. Donc on attend que les jeunes collègues dans votre genre nous rejoignent. Et est-ce que vous voyez des spécificités au niveau du profil clinique par rapport aux autres types de violences? Conjugales, oui. Globalement, on a remarqué que les auteurs de violences conjugales étaient plus fragiles, plus clivés, plus en difficulté pour reconnaître les faits. Pas tous, hein, mais parfois. Vous voyez, les pédophiles, par exemple, ils ont compris, ils ont été jugés, souvent ce qu'on voit. Enfin, parfois, c'est aussi en prévention qu'ils viennent, mais c'est très rare. C'est plutôt quand ils sont condamnés. Et là, ils ont compris que la société les condamne très violemment, et donc ils sont tout prêts à reconnaître les faits et à travailler sur eux-mêmes. Les auteurs de violences conjugales, ils ont plutôt souvent, un peu trop souvent, tendance à rejeter la faute sur la compagne. Parfois, c'est aussi des femmes qui ont des comportements aussi d'emprise sur leurs compagnons. Ça peut arriver. En tout cas, nous, on voit les gens qui ont commis des violences conjugales. On voit de plus en plus aussi des femmes, mais il y en a toujours quand même beaucoup plus du côté des hommes.
Et c'est vrai qu'on a remarqué qu'ils ont un peu plus de mal à rentrer dans le processus de thérapeutique, d'exprimer ce qu'on a fait, ce qu'on ressent, mais finalement ils s'y mettent quand même grâce aux thérapies de groupe. Donc ils viennent systématiquement sur obligation de soins, sur injonction judiciaire? Non, ils viennent parfois aussi en prévention parce que leurs femmes le menacent de porter plainte et des collègues nous les envoient parce qu'ils pensent qu'on a un travail spécifique sur eux. Enfin, on peut faire un travail spécifique pour eux, mais c'est pas toujours ils sont pas toujours condamnés. Non, il y en a pas mal qui viennent avant toute plainte, même avant la condamnation. Et est-ce qu'il vous arrive de recevoir des personnes qui n'ont pas encore commis de violence, mais qui pensent qu'elles sont susceptibles de le faire? Ah oui, c'est arrivé. Oui, c'est arrivé. De toute façon, je reçois aussi des gens qui ont hors RAPAV, si vous voulez. Je reçois des couples surtout, qui ont des difficultés avec leurs enfants petits, des ados, quelques ados, oui, qui sont susceptibles de devenir des auteurs de violence. Voilà. Oui, je reçois d'autres gens, mais mon travail principalement c'est RAPAV, mais j'ai d'autres patients. Et donc quand ils viennent sous obligation, est-ce qu'au bout d'un moment ils voient l'intérêt, ou est-ce que c'est un combat assez... Oh, ils voient toujours l'intérêt. Ouais. Toujours. Ça prend plus ou moins de temps. Vous voyez qu'il y a un déclic ou... Pas un déclic, une progression dans la capacité de prendre en compte ce qu'on leur propose, de profiter de ces échanges, d'essayer de chercher dans leur histoire, leur fragilité, dans l'histoire des autres. Le fait de partager et d'être au service des autres est très important pour ce que vous appelez le déclic. Moi j'appelle plutôt la capacité d'empathie et de pouvoir s'intéresser à l'autre, donc à leur victime finalement. Les auteurs de violences conjugales nous apparaissent plus fragiles, plus facilement dans le déni, donc il faut qu'on soit peut-être fasse attention à une plus grande bienveillance pour qu'ils soient vraiment à la fois bienveillance et en même temps être strict sur les règles. Est-ce que ça vous pose des difficultés de justement montrer cette bienveillance et cette empathie envers des personnes qui ont fait beaucoup souffrir d'autres personnes? Alors, en principe, aucune difficulté, mais avec certains personnages qui sont d'emblée très très difficiles à accepter, très agressifs, très manque d'empathie totale, ça prend du temps, mais on y arrive quand même toujours. Qu'est-ce que vous pensez de la détention des auteurs de violences conjugales? Écoutez, nous, ce qu'on a remarqué, je ne vais pas dire ce que je pense, mais ce qu'on a remarqué, c'est que la détention crée un choc qui est finalement salutaire. Mais le fait que la détention dure, ça n'apporte rien. Ça apporte plutôt... ce qu'on a vu dans tous nos patients, ça apporte beaucoup de désespoir, de dépression, voilà. Est-ce que ça c'est utile pour progresser? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le fait d'être incarcéré, ça crée un choc qui les confronte aux actes. Enfin, déjà le jugement, c'est un choc qui confronte aux actes, qui est très important pour accepter, pour décliver, si vous voulez, la personnalité, pour sortir du déni. Et la détention aussi joue ce rôle-là, sortir du déni. Mais après, la longueur de la détention ne joue aucun rôle positif. Enfin, à mon point de vue, d'après tout ce qu'on a constaté. Et lorsque cette prise de conscience des actes n'a pas encore été élaborée, quand ils arrivent en thérapie, comment est-ce que vous travaillez avec eux sur ce point? Dans les groupes, en fait, c'est le groupe qui permet justement l'écoute et l'entraide, permet de sortir du déni en faisant un pas de côté, en entendant les autres, en apportant leur aide. Finalement, ils évoquent leurs propres problématiques. Alors qu'en thérapie individuelle, le déni, on ne peut pas le sortir au forceps, ça je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le déni va se resserrer. Si vous pointez du doigt un déni, il va se resserrer. Donc, voilà. Je complète, en fait, on a mis en place des règles, 3 règles incontournables, qui sont la présence indispensable, c'est-à-dire que si quelqu'un a un problème, il nous prévient, on va reporter la séance, donc il n'y a jamais d'absence.
Du coup, ça crée une enveloppe groupale assez solide au bout de 2 ou 3 séances. La deuxième règle, c'est le secret, bien sûr, sur ce qu'on entend. Donc, ça crée quand même une confiance qui permet de parler de son intimité. Et la troisième règle, peut-être la plus importante, c'est la solidarité et l'entraide. C'est-à-dire que quand quelqu'un va aider l'autre qui a commis des choses graves, il va pouvoir recevoir lui aussi une aide et se sentir en tout cas investi d'un rôle. Rassurer, quoi, peut-être aussi le fait. En tout cas, assuré d'un rôle positif par rapport à des faits de violence conjugale. Ça va Oui, donc c'est l'aider à sortir du déni. Du coup, rassurer en fait sur le fait qu'il n'est pas jugé non plus par l'autre qui. Il n'est pas jugé, mais en tout cas, il peut sortir du déni parce qu'il il aide les autres. Oui, il apporte. Ouais. Il y a un mécanisme qui se fait, qui peut pas se faire en thérapie individuelle, quoi. C'est. Oui. Parce que par définition, c'est un déni. Rassurer, comme tu dis, de ne pas être seul à avoir commis des choses aussi. Mais c'est-à-dire qu'il faut que ça se desserre. Au niveau enfin, si on parle du déni, il faut que ça se desserre et qu'il puisse être en confiance pour. Mais le fait d'aider, c'est un processus spécifique qui va le sortir vraiment de sa solitude honteuse. C'est ça. Et du coup, l'aider à sortir du déni des faits. C'est le mécanisme inconscient, quoi, mais voilà. C'est ce qu'on observe en tout cas. Quelle thématique vous travaillez à la fois au niveau des groupes et au niveau individuel? Alors on a pris un programme pour chaque séance pour les aider en fait à communiquer, pour qu'ils ne soient pas un peu scotchés dans la peur de parler. Donc on a fait une espèce de programme comme ça simple. La première séance c'est le travail, deuxième c'est l'enfance, troisième l'adolescence, quatrième la vie adulte, cinquième les faits, sixième les victimes et septième le bilan. Donc ça les aide en fait à avoir une espèce de petit support d'idées, de faits. Mais c'est pas obligatoire, mais en tout cas ça les aide beaucoup. C'est oui, ça peut être un appui, un démarrage, puis après ça part sur d'autres sujets, quoi. La vie adulte, on évoque aussi la vie affective. Voilà. Et l'adolescence, la puberté notamment. Le développement au niveau de la sexualité, déjà de voir s'ils arrivent à se situer, parce qu'on s'aperçoit que c'est pas toujours le cas. Donc situer à quel moment ça a démarré pour eux par exemple, ce qui s'est passé, parce que physiologiquement il se passe des choses, mais du coup psychiquement aussi. Donc la thématique permet d'aller élaborer autour des affects. Les rencontres amoureuses, les succès amoureux, les déceptions, les dépits, tout ce qui a construit l'homme, parce que pour l'instant on a que des hommes, auteurs de violences conjugales. On pourrait avoir des femmes, mais... On pourrait, mais pour l'instant, on a que des Ouais. hommes. On aura peut-être plus tard des femmes, oui. Donc, en tout cas, la puberté est un moment de responsabilité qui n'est pas vraiment bien préparé dans la société actuelle, et les enfants sont livrés à la pornographie, et donc pour le rapport à l'autre, dans le couple, c'est pas forcément une très bonne préparation. C'est même une très mauvaise préparation. Oui, et on voit... On voit de plus en plus, je dirais même. Ouais. Et justement, est-ce que vous observez des similitudes dans le parcours de vie des auteurs de violences conjugales? Au niveau de la pornographie, oui. Et sinon, il y a des maltraitances de différents types chez les auteurs de violences conjugales, autant que sur les auteurs de violences sexuelles, qui ne sont pas les mêmes. Là, aujourd'hui, on a vu quelqu'un, par exemple avec Lara, qui a subi un harcèlement quand il était enfant. Bon, ça c'est une forme de maltraitance. Il n'a pas du tout été maltraité en famille, mais plutôt maltraité à l'école, quoi. Donc d'autres c'est plutôt en famille. Dans le groupe, un autre groupe c'est plutôt... Il y en a 4 sur 6 qui ont été battus, maltraités, qui ont vu leur mère se faire maltraiter. Et donc, les maltraitances sont de types différents. D'autres ont été agressés sexuellement. Voilà. Donc, toutes sortes de maltraitances sont à l'origine, font partie, disons, des fragilités de ces patients. Mais elles ne sont pas forcément différentes chez les auteurs de violences conjugales ou chez les auteurs de violences sexuelles. Pas forcément différentes. Comment est-ce que vous expliqueriez que certaines personnes
commettent des actes de type violence sexuelle et d'autres de type violence conjugale, si vous n'observez pas forcément de différence majeure dans le parcours de C'est vie. l'histoire individuelle de chacun, chacun se construit avec ses traumatismes, son enveloppe familiale, son enveloppe scolaire, ses succès, ses déboires, ses dépits, ses humiliations, etc. Oui, ouais. Après, chez les auteurs de violences sexuelles, moi j'ai plus travaillé avec ce public-là. Je dirais quand même que il y a une effraction dans le sexuel qui est soit effectivement ça peut être la pornographie en elle-même, si c'est trop jeune, ça fait effraction. Il n'y a pas que le passage à l'acte d'autrui sur l'enfant. Donc c'est quand même, chez les auteurs de violences sexuelles, c'est quand même en filigrane, hein, ce qui ressort. Là où chez les auteurs de violences conjugales, ce que tu évoquais tout à l'heure, le harcèlement, etc., sont d'autres facteurs. Mais chez les auteurs de violences sexuelles, en filigrane, on a une effraction dans le sexuel quand même. Un âge où justement on est avant la puberté. Donc, Oui, les auteurs de violences conjugales, c'est plutôt ils ont subi des emprises, le harcèlement scolaire, mais d'autres emprises, une emprise paternelle, une emprise maternelle, ou des abandons, enfin des choses qui les ont mis en rage. Effectivement, les auteurs de violences sexuelles, ils ont actuellement, les jeunes, ils ont tous été agressés par la pornographie. Mais pas les vieux. Hein. non, les jeunes, bah oui, mais après, je pense que ça c'est un autre débat, mais il y a un rapport, je pense, aux écrans qui permet une accessibilité de plus en plus facile et plus jeune à la pornographie, et donc il y a des effets, quoi, des impacts. Hein, puisque je crois qu'on a un groupe d'ados là, qui va démarrer, donc c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas rien, quoi. Et est-ce que vous pouvez nous parler des résultats que vous voyez de votre prise en charge ? Bah alors, bon, encore une fois, moi c'est plus les auteurs de violences sexuelles, on voit que ça fonctionne en fait, qu'il y a ne serait-ce que la sortie, comme on disait tout à l'heure, du déni, et on voit que ça bouge. Alors ça bouge pas forcément en une session, hein. En cette séance ça peut mettre du temps, mais on voit que ça bouge sur les réflexions, sur la vision qu'ils ont des faits, de eux-mêmes d'ailleurs, et du questionnement que ça pose sur leur acte. Donc il y a à partir de là, à partir du moment où on commence à se questionner sur ce qui s'est passé, déjà il y a un mouvement qui se met en place, et donc on a des résultats, parce que pour l'instant on n'a pas de récidive. Voilà. Mais pour les auteurs de violences conjugales, j'ajouterais que c'est vraiment évident que le fait de travailler en groupe les aide, parce que ils entendent les autres histoires, ça les sort de cette idée qu'ils sont justement des monstres. Ils le disent eux-mêmes. Ils sortent de l'idée qu'ils sont des monstres parce que les autres ont commis des choses aussi. Et donc le travail de groupe est indispensable pour les aider. Et à partir de là, l'individuel se poursuit aussi. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir trouver dans leur histoire les fragilités, pouvoir retrouver les éprouver, les sensations qui les ont construits avec cette rage intérieure qui, quand ils sont sous emprise, les oblige à pousser, à taper, à se défendre en fait contre l'emprise. Claude Ballier explique très bien ça parce qu'il travaillait dans une prison là, à Grenoble où il expliquait que il parlait aussi de tueurs. Ils ont une représentation de domination où ils sont en incapacité de se défendre, donc ils se défendent violemment avec comme des gens, des tueurs comme Guy de Georges. Ce sont des gens qui ont été dans une emprise terrible quand ils étaient tout petits. Quel défi est-ce que vous rencontrez en tant que thérapeute dans la prise en charge des auteurs de violences conjugales ? Les défis. Quel défi ? L'organisation des groupes des sessions thérapeutiques, ça c'est un grand défi. Hein. Donc on attend les jeunes collaborateurs pour nous aider. Bah oui, c'est l'organisationnel qui nous pose le plus de problèmes. Parce que si c'est individuel, je reviendrai au déni, ça c'est un défi quand même. Mais sinon, oui, c'est plutôt... Dans les sessions, on est sûr on est assez sûr de nous, puis on n'est pas seul, on est toujours deux avec une stagiaire toujours charmante. Mais si vous voulez, le défi c'est l'organisation. Ça, c'est vraiment très dur, parce qu'on est envahi de nouveau, c'est très bien pour eux, mais après, c'est une question de moyens, parce que il y a de la demande, mais voilà, il faut pouvoir apporter les réponses, quoi. On sait qu'on est capable, mais après, il faut l'organiser.
Est-ce que vous avez des liens avec des dispositifs de justice restaurative? Non. C'est une autre façon très intéressante, mais qui ne concerne pas la psychothérapie. C'est une capacité de... Alors nous, en thérapie, bien sûr, on va les aider à voir l'autre. Mais eux, ils vont voir l'autre sans qu'on forcément on se penche sur leur problématique. La psychothérapie, c'est pencher sur la problématique des auteurs, enfin ceux qui sont... Et c'est très intéressant, on peut le dire que c'est très intéressant, on peut le redire, mais c'est pas de la psychothérapie. Tout est utile, hein, le coaching, tout ça, c'est super bien. Mais nous, on fait de la psychothérapie. Ah oui, donc Clara me demande si on fait des mises en scène. Donc effectivement, on utilise un outil qui est le psychodrame. Alors ça a été très très utilisé quand j'étais interne il y a très longtemps. Et moi j'avais même été me former chez Moreno. Donc j'ai gardé depuis 60 ans en fait cette habitude d'utiliser le psychodrame comme outil de psychothérapie. Et donc dans le groupe c'est très utile parce qu'en fait on leur permet de faire des scènes très courtes sur des choses qui ne sont pas forcément très douloureuses pour eux, des scènes qui ont l'air plutôt un peu anodines, Ouais. voilà, mais finalement on va essayer d'analyser les éprouvés dans le détail, et comme chaque scène est rediscutée, le groupe s'approprie la scène, et donc chacun doit raconter quelque chose, dire quelque chose sur cette scène, donc on va pouvoir vraiment aller loin dans l'exploration du moi de chacun, à partir d'une scène qui a l'air de pas grand-chose. Alors on utilise le psychodrame avec on se touche pas, on n'utilise pas d'objet, et voilà, il y a quelque chose. En fait, nous, on veut qu'il y ait quelqu'un qui raconte, qui fait une mise en scène et qui désigne chacun des acteurs et qui disent le texte qu'ils va pouvoir dire. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'une personne, mais qui après devient la propriété du groupe. Il n'y a pas d'improvisation. C'est-à-dire que à partir du moment où on décide de jouer, c'est des scénettes, c'est assez court, sur un moment de vie. Donc l'auteur dont on va évoquer la scène par le souvenir, du coup, puisque c'est quand même sur quelque chose qui s'est passé, va déterminer qui va jouer. Donc c'est-à-dire qu'il ne joue pas forcément son propre rôle. Il peut très bien désigner quelqu'un d'autre pour jouer le rôle. Et lui jouer... Par exemple, s'il joue une scène avec son père, il peut très bien jouer le rôle du père et inversement prendre quelqu'un d'autre pour jouer son propre rôle. Et il va donner exactement le texte exact, au plus proche de ses souvenirs en tout cas. Et donc il n'y a pas d'improvisation possible des autres personnes. Ce qui permet cette remémoration finalement de la scène, quoi. Soit sous son propre angle, soit sous l'angle d'une autre personne. Ce qui permet que ce soit une psychothérapie individuelle en groupe. C'est-à-dire que chaque individu va être touché personnellement par cette histoire. Soit il a joué quelque chose qui lui rappelle, voilà. Soit il a vu cette scène. Et celui qui l'a mis en scène, ça va lui, bien sûr, lui permettre d'explorer cette scène qu'il a vécue lui-même. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'individuel, mais qui est aidé par le groupe. C'est avec Barbara quand on a écrit le livre, on en a parce en fait ça a commencé, on était en prison, et là comme c'était une maison d'arrêt, les détenus on n'était pas sûr qu'ils allaient rester longtemps, donc j'avais décidé de faire des sessions courtes de 2 ou 3 mois, et ça nous a donné l'idée que c'était efficace d'avoir un début, une fin. Et avec Barbara, du coup, on a décidé de créer des sessions avec 7 séances de groupe, et on a rajouté ensuite des séances individuelles pour que chaque individu, chaque patient soit quand même bien conscient qu'il est pris en compte comme une personne et pas juste comme un membre d'un groupe. Voilà, donc nos sessions, elles existent depuis 2013, 2014, sous cette forme. Avant, c'était pas des sessions de 10 séances, c'était plutôt des sessions beaucoup plus longues. Pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de mener des groupes qui distinguent les différents types de violences? Parler de groupes auteurs de violences sexuelles, auteurs de violences conjugales, qu'est-ce que ça permet pour les patients ou pour vous en tant que thérapeute de séparer En fait, on a essayé de mélanger. Ils étaient très intéressés les uns les autres, enfin surtout les auteurs de violences sexuelles d'ailleurs. Mais finalement, c'est très difficile à mettre en place. On n'a pas eu de succès. Donc, du coup, on a décidé que c'est plus simple pour nous de les séparer. Mais c'est pas forcément mieux pour eux. Qu'est-ce qui était
Qu'est-ce qui était compliqué de votre côté? Bah, il y a eu des gens qui ne sont pas venus, ce qui n'arrive jamais, donc c'était quand même une nouveauté pour nous. Des gens qui ne sont pas venus au bout de la 4e séance. Qui ont arrêté, ouais. Donc ça n'était pas arrivé avant, donc on s'est dit que c'est peut-être parce que c'était trop dur pour eux de se mélanger. Et en fait, parce qu'on a une attitude peut-être un peu plus maternante avec les auteurs de violences conjugales, parce qu'on sait qu'ils sont plus fragiles. Maternante, c'est peut-être pas le mot, mais on fait attention. On est à la fois plus strict avec eux et plus... Voilà. Enfin, c'est peut-être ça, je sais pas. Je sais pas, après, au niveau du groupe, enfin, après ça c'est plus toi qui peux en parler, hein. Moi j'ai ce recul-là de ce groupe-là, j'ai pas d'autres reculs, mais il me semblait quand même que par rapport au groupe, la thématique, si on peut le dire comme ça, fait que ça crée du lien aussi entre eux, le fait qu'ils évoquent les mêmes... Ah oui. Les mêmes problématiques. C'est plus facile pour eux d'avoir les mêmes problèmes. On a pu quand même remarquer avant, dans les groupes d'AVS par exemple, ou si on regarde dans les groupes AVC, si le thématique de l'autre, ça peut être pour certains insupportable de savoir qu'un homme peut être violent avec sa femme, là où lui-même ne voit pas. Vous voyez, pour eux, ils distinguent, et inversement, pour une violence conjugale, ça va être forcément moindre que celui qui touche un enfant. Ils ont une échelle qui est différente, peut-être. Je le dirais comme ça. Est-ce que dans certains profils, il y a des points de vigilance qui vous interpellent plus que d'autres C'est-à-dire on est toujours vigilante. Ouais, qu'on doit être... c'est pour ça qu'on est deux, d'ailleurs. Voilà, aussi. très bien. Ouais. C'est pour ça qu'on est deux, parce que déjà, le fait d'être deux, il y en a un qui parle plus que l'autre, et donc l'autre peut être peut-être plus attentif sur certaines choses qui peuvent échapper dans l'échange, en fait. Déjà, il y a ça. Non, si c'est dans ce sens-là, la question, c'est la vigilance vis-à-vis de... Au niveau contre-transférentiel ? Pas forcément. Au niveau... dans la personnalité de l'auteur, s'il y a des éléments qui vont vous dire là il va y avoir plus de difficultés à prendre en charge telle personne. Ça pour tout patient. C'est ce que j'allais dire, en individuel, par contre, les règles, on fait attention à ce qu'il y ait vraiment un temps de parole partagé. Ça, c'est notre vigilance. À respecter les règles, voilà. Partage, mise en scène avec nos règles. Et ça, finalement, ça permet de gérer un peu ce que vous imaginez que ça serait plus difficile pour celui-là ou celui-là. Alors, effectivement, il y a des patients qui ont des comportements beaucoup plus pervers que d'autres, qui ont des attitudes de manipulation de nous, des thérapeutes et des autres, bien sûr. Donc, on fait plus attention à eux, mais... Il y a différentes structures, donc en effet, ouais. Est-ce que c'est pertinent dans la prise en charge des auteurs de violences conjugales de les aider à repérer le contexte ou des facteurs qui peuvent déclencher leur violence ? Alors c'est une évidence, votre question est très intéressante, parce que finalement dans la séance, les faits, ils vont essayer de repérer pour chacun d'eux ou pour les autres, qu'est-ce qui déclenche la violence. Donc justement, parfois je parlais tout à l'heure, la rage, quelqu'un qui a subi du harcèlement, voilà, qui de nouveau sa compagne le harcèle, il va être en rage, il va pouvoir la pousser, etc. Mais ça suffit pas à repérer le déclenchement, il faut repérer qu'est-ce qui, à la source, les traumas qui ont construit ces fragilités-là. C'est le cœur de la psychothérapie. Est-ce que vous observez de la récidive chez les auteurs que vous prenez en charge ? Normalement, non. Non. On essaye de les voir après les soins, régulièrement. Alors, ils ne viennent pas tous, donc il y en a qu'on ne connaît pas la suite, mais ceux qu'on connaît, on voit qu'ils ne récidivent pas. Au bout de plusieurs sessions. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas magique, c'est pas... Donc les obligations de soins longues sont très bénéfiques. C'est ça, ouais. Oui, il y en a des auteurs qui viennent depuis plusieurs années. Et justement, combien de temps à peu près peut durer une prise en charge ? Il n'y a pas de limite. Aucune limite. Ouais. Comme une psychothérapie en général. C'est... Ouais. Oui, du coup, chez les AVC, je sais pas, mais chez les AVS, il y a quand même... certains qui sont là depuis plus de 5 ans, quoi. Oh oui, et qui continuent même après l'obligation de soins. C'est dire s'ils y trouvent un intérêt et donc
une solution aussi pour eux. Des pistes pour mieux vivre, pour ne pas récidiver. C'est le témoignage qu'on a de certains. Est-ce que systématiquement la prise en charge groupale s'accompagne d'une prise en charge individuelle ou est-ce qu'ils Oui, peuvent choisir oui, c'est un des mixte. deux versants? Non, jamais. C'est C'est un mixte. mixte. Et est-ce qu'il y a parfois un besoin urgent de vous contacter quand ils sentent qu'ils vont craquer? Ah, mais on n'a pas d'urgence, non. Vous faites On ne pas. fait pas les urgences. Enfin, moi, je vois les gens le plus vite possible gratuitement la première séance. Donc, le plus vite possible, ça peut être la semaine, ça peut être le lendemain, ça peut être dans 15 jours. Après, pour les sessions, non, on ne peut pas faire en urgence, puisqu'on n'a pas assez de thérapeute. Après, est-ce que tu as déjà eu la demande? Même pas? Si, je veux voir d'urgence, que ce soit victime ou auteur, oui. J'essaye de les voir le plus vite possible. Mais ça ne suffit pas, puisque nous, on a créé des sessions justement avec le groupe. Donc, on les fait attendre, on les fait patienter, on fait un suivi individuel en attendant qu'ils rentrent dans une session. Il y a un suivi individuel dans l'attente, quoi, pour répondre à la question. On ne laisse pas sans réponse. Mais après, ceux qui ont déjà des suivis individuels, ils attendent avec leur psychothérapeute qu'il y ait une place, quoi, qu'il y ait une session où ils auront leur place. Je crois que la question, du coup, c'était pendant qu'il y a groupe, si entre deux séances, c'est ça, il y avait un caractère d'urgence. Oui, c'est ça. Si, Non, mais il y a pas. C'est vrai que c'est pas. En tout cas, moi. Non, ça mais fait non, ils ont 3 leur ans, c'est session, pas ils ont arrivé, leur mais session. après, ça pourrait. Non, il n'y a pas, non, il n'y a pas. Dans la mesure où, non, tu sais pourquoi? Non, parce que c'est pas arrivé. non, Enfin, ça parce que on fait c'est un individuel s'il y a non, besoin. parce que l'enveloppe groupale, non, parce que juste ça me fait penser à une question, que l'individuel serait plus importante ou plus thérapeutique. Non, c'est l'enveloppe groupale, au contraire, joue un rôle très important. Et beaucoup de patients disent, oh là là, j'ai eu du mal à attendre 15 jours. Parce que, évidemment, ils ont comme une petite famille concernant les faits qui va les tenir. Au contraire, il n'y a pas, non, je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas eu de demande. Mais il n'y en a pas, je pense qu'il n'y en aura pas. C'est contraire au système de prise en charge Oui, comme je ça, comprends, mais avec l'enveloppe groupale. Il n'y a pas eu de demande. S'il y en avait eu, comme on a des individuels en plein milieu des sessions de groupe, finalement il y a une certaine régularité et c'est vrai que ça tient, quoi, parce qu'on les voit régulièrement. Mais oui, il n'y a pas eu. Quelle perspective vous envisagez pour le futur de l'association? Augmenter l'équipe de psychothérapeutes, avoir des subventions de l'État pour pouvoir payer correctement les jeunes professionnels, mélanger un peu les gens, parce qu'actuellement il n'y a que des psychologues et il n'y a que moi qui suis psychiatre. Donc, oui, il y ait par exemple des psychiatres. Très bien. Nous remercions RAPAV et plus particulièrement le docteur Marie Réveillot et la psychologue Sophie Lerouzic pour leur participation à notre podcast.